Donc j'appartiens au département biologie-écologie, comme Elsa et Marie-Stéphane, et je travaille en recherche à l'UMR CBGP. Alors les macro-organismes dont on va parler essentiellement ce matin sont des invertébrés, des insectes, des acariens, des nématodes, qui sont soit indigènes, soit exotiques. Alors il y aura probablement des dérapages vers la réglementation, donc exotique, indigène, au sens biologique bien évidemment, dans le cadre de cet exposé, et pas au sens du décret, comme on le dit dans certains endroits. Donc des organismes utiles pour protéger les cultures, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, vis-à-vis des attaques de divers bioagresseurs, des organismes vivants qui exercent une activité alimentaire ou autre sur les populations de ravageurs ou d'adventices, même si la lutte biologique contre les adventices est le parent pauvre en France, puisqu'il n'y a pas de chercheurs. Le seul chercheur est ici à Montpellier, mais il travaille pour un laboratoire américain. Deux grandes catégories fonctionnelles essentielles et qui font l'objet de ce qui est proposé à la vente comme macro-organisme de biocontrôle. Des prédateurs, donc des prédateurs sensu stricto, qui sont des organismes animaux, bien entendu vivants, et oubli sur la diapo, qui sont libres. Donc souvent généralistes, polyphages, qui attaquent et consomment d'autres organismes animaux, qui sont eux-mêmes vivants, en tout cas lors de l'attaque. Bon, après, ils sont plus ou moins vivants, et qui dévorent ces organismes en totalité ou en partie, donc avec tout un tas de possibilités multiples et variées. Les parasitoïdes, donc, qui sont des organismes à contrario souvent spécifiques, voire ultra spécifiques, qui se développent dans ou à l'intérieur d'un organisme, qui s'appelle dans ce cas-là plutôt un hôte, et qui tue inévitablement ce dernier au cours du développement, mais plutôt in fine à la fin du développement, alors que de nombreux parasites vrais ne tuent pas leur hôte. Ils ont tout intérêt à ce que cet hôte soit vivant, plus ou moins, mais en tout cas reste quand même biologiquement vivant pour continuer à exploiter. C'est pour cette raison que, pour les écologistes, les parasitoïdes, c'est en fait un cas particulier de la prédation. Mais en protection des plantes, on le verra très rapidement, bien entendu, les actions et les effets des prédateurs et des parasitoïdes sont relativement différents, et les stratégies d'utilisation qui vont en découler sont également très différentes. Alors les prédateurs, c'est un groupe très vaste et très diversifié. Il y a environ, parce que personne ne s'est amusé à compter, 220 000 espèces de prédateurs, donc qu'on va retrouver dans des ordres d'insectes très variés, les coléoptères, qui comportent un grand nombre de familles, les hémiptères également, c'est-à-dire plutôt hémiptères, surtout hétéroptères, les punaises, des névroptères, des dermaptères, des tisanoptères, des diptères, et ce ne sont pas des insectes, mais ce sont quand même des arthropodes, un certain nombre de familles d'acariens, parmi lesquelles la plus importante au niveau économique est la première à mentionner, c'est-à-dire les phytocéidés. Alors les principales caractéristiques des prédateurs, c'est quoi? Donc c'est déjà une prédation qui se fait sur tous les stades de la proie en général, de l'œuf jusqu'aux adultes, même si il y a des prédations qui sont orientées préférentiellement vis-à-vis de certains stades, les œufs et les jeunes stades notamment, les larves. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à capturer, donc on dépense moins d'énergie et on a une grande quantité de nourriture. Donc les œufs et les jeunes larves à peine écloses sont la principale cible de pas mal de prédateurs. Alors, sont prédateurs, dans certains cas, tous les stades de développement du prédateur, depuis la jeune larve jusqu'aux adultes. C'est le cas des phytocéidés, c'est le cas des coccinellidés, c'est le cas de pas mal de prédateurs. Et puis, dans certains cas, par contre, ce sont uniquement certains stades de développement. Et la plupart du temps, ce sont les stades larvaires qui sont prédateurs, les adultes faisant leur vie sur d'autres régimes alimentaires, voire ne s'alimentant pas du tout.
Or, tous les stades n'ont pas la même voracité. Dans certains cas, on a certains stades qui vont concentrer l'essentiel de la prédation avec une très grande accumulation d'énergie qui va permettre de passer au stade adulte et de se reproduire. Et dans d'autres cas, par contre, vous avez une prédation qui s'exerce bien entendu en rapport de la taille des individus prédateurs, mais qui s'exerce sur la totalité de la durée de la vie. Donc les coccinelles sont un exemple de concentration. Le stade L4 est un stade très gros et qui consomme énormément. Par contre, les plus jeunes stades et même les adultes, en comparaison, ont une capacité prédatrice moindre. Alors donc ici en image, les principaux groupes, donc d'abord les coléoptères et puis quelques hétéroptères, donc sont prédateurs à l'état larvaire et à l'état adulte. À noter les staphylins qui sont un cas un peu particulier puisque les staphylinidés sont souvent considérés dans les études de biodiversité, notamment biodiversité fonctionnelle utile à l'agriculteur comme des auxiliaires, alors qu'il y a quelques pourcents de toutes les espèces de staphylins qui sont réellement prédatrices, la plupart étant des tritifhages. Il y a même des parasitoïdes chez les staphylins et ça n'a rien à voir donc avec des auxiliaires. Les parasitoïdes et les prédateurs, oui, mais encore une fois, quelques pourcents. Par contre, dans certains groupes, on va trouver des larves prédatrices et des adultes qui font tout à fait autre chose. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le cas des chrysopes, qui ne sont pas des prédateurs à l'état adulte, c'est uniquement les larves. Et donc, dans les études de biodiversité fonctionnelle, il est très important de s'intéresser au stade larve et de ne pas comptabiliser les adultes qui volent, etc., qui n'ont aucun impact sur les populations de prédateurs, sauf qu'ils pondent. C'est le cas des cirfes également, qui sont prédatrices à l'état larvaire, des prédateurs relativement voraces de pucerons. C'est le cas aussi des cécidomies, donc deux groupes de diptères pour lesquels les adultes sont floricoles, nectariphages, voire ne s'alimentent pas chez certaines cécidomies adultes. Donc la plupart des groupes sont quand même prédateurs à tous les stades de développement, en tout cas pour ceux qui nous intéressent dans le cadre de la protection des plantes. Les prédateurs sont généralement polyphages, voire très très polyphages. Bon, j'ai pris l'exemple de mes bébêtes préférées, les phytocéides, qui consomment en général une ou quelques proies préférentielles, souvent des tétraniques, mais ce n'est pas exclusif. Mais dans beaucoup de cas, ils vont s'alimenter aux dépens d'autres acariens, phytophages, comme les petits éryophytes qui sont sur la diapo, mais ça peut être aussi tout à fait d'autres groupes d'acariens qui n'ont pas forcément de vocation à être des phytophages et éventuellement des ravageurs. C'est des petits insectes aussi, et on a plein d'exemples maintenant d'espèces importantes sur vignes, sur arbres fruitiers, dans des cultures tropicales, qui en fait consomment des thrips à l'état larvaire et adulte, et qui s'attaquent plutôt évidemment à des jeunes stades de thrips qui sont déjà très gros pour des phytocéides. Ça peut être aussi des aleurodes, ça peut être des larves de pucerons, ça peut être des larves de psylles, etc., etc. Et dans beaucoup de cas, les phytocéides s'alimentent aux dépens de pollen. Donc à part quelques espèces très spécifiques qui consomment que des tétraniques comme Phytocellus persimilis, la bête miracle qui a fait la notoriété et la fortune de Coppert, donc quasiment tous les phytocéides, les 2479 espèces décrites à ce jour, sont des consommateurs de pollen. Et c'est le cas d'énormément de groupes de prédateurs. Les punaises consomment du pollen. C'est même nécessaire à la maturation ovarienne et à la maturation des œufs. Donc une consommation extrêmement diversifiée sur les plantes, ce qui explique que dans beaucoup de situations, même si on n'a pas de tétranique, il y a des phytocéides, ils sont en grande densité parce qu'ils consomment tout un tas d'autres choses et ils restent de façon pérenne dans les cultures. Et après, il y a des alimentations de survie qui ne permettent pas la reproduction et elles sont également très diversifiées. J'en ai mis quelques-unes, mais c'est loin d'être exhaustif. Il y a du nectar, il y a tout un tas d'autres possibilités d'alimentation, du miella de puceron, du mycélium, d'oïdium notamment, etc., etc.
Alors les parasitoïdes, il y a moins d'espèces impliquées, mais c'est une tromperie sur la marchandise, si j'ose dire, parce que en fait, il y a beaucoup d'espèces qui restent à découvrir et à décrire, et c'est probablement énormément plus diversifié en termes de diversité spécifique que ce qu'on a chez les prédateurs. Mais pour le moment, à ce jour, il y a à peu près 87 000 espèces de parasitoïdes recensées dans le monde. En tout cas, chiffre de Jean-Yves Raspus, qui est un spécialiste de calcidien, et donc il sait de quoi il parle. Des insectes qui appartiennent à 6 ordres, en théorie, hyménoptères, diptères, coléoptères, strepsiptères, lépidoptères, névroptères. Donc on a une grande diversité en apparence. Mais en fait, si on regarde de près, donc il y a 80% d'hyménoptères dans les parasitoïdes et 18% d'espèces sont des diptères. Donc à eux deux, vous avez qu'à voir, ça fait la quasi-majorité, donc le reste est anecdotique et n'a pas en plus d'implication en protection des plantes. Donc l'essentiel de ce qui va nous intéresser sont des hyménoptères de 2 grands groupes, soit des ichneumons, soit des calcidiens, avec pour les ichneumons un peu moins de diversité, pour les calcidiens par contre 20 familles concernées et probablement plusieurs centaines de milliers d'espèces, je crois qu'on peut lancer ce chiffre, sans trop de risque de se tromper. Les diptères, c'est essentiellement 4 familles, mais surtout la famille des tachinaires, des tachinidés, donc qui est éventuellement impliquée dans un parasitisme qui peut être intéressant pour réguler des populations de ravageurs, notamment en milieu forestier. Donc les tachinaires interviennent beaucoup sur des lépidoptères forestiers. Alors les parasitoïdes parasitent leur proie, pondent dans la proie en général, pour une grande majorité, mais peuvent pondre aussi sur la proie. Donc on parle d'endo ou de ectoparasitoïdes. Ces larves de parasitoïdes se développent dans leur hôte ou sur leur hôte et elles le tuent donc au bout d'un processus de développement. Lorsqu'il y a une transformation donc, du dernier stade en adulte. Ce sont les femelles qui trouvent les hôtes, ce sont les femelles qui pondent, bien entendu, et ce sont les femelles qui sont parasitoïdes. Le mâle n'intervient que pour la reproduction et éventuellement a un rôle prédateur, mais très limité, qui consiste à ne pas crever de faim et à s'alimenter de l'hémolymphe de l'hôte. Donc ultra spécifique, je le rappelle, parce que c'est très important et ça conditionne bien entendu la façon dont on va utiliser des organismes dès lors que l'on veut être très 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 pointu et très spécifique, ou plutôt des organismes très généralistes comme les prédateurs, dès lors que l'on veut associer des capacités de prédation variables et donc un cocktail de prédateurs qui sont un petit peu plus éclectiques, polyphages. La lutte biologique et l'utilisation d'organismes vivants qu'on appelle les ennemis naturels. Donc il y a 3 grandes stratégies. La lutte biologique classique par introduction-acclimatation. Donc quand on a affaire à un ravageur exotique qui vient d'être introduit, qui est envahissant, on va chercher des auxiliaires dans la région d'où vient cet organisme. La lutte biologique augmentative par inondation, par lâcher inondatif ou par lâcher inoculatif, selon que l'on peut élever ou pas le prédateur ou le parasitoïde et en disposer de grandes quantités. Donc si on ne sait pas faire, on va introduire inoculativement et on laisse faire la nature. Si on peut le multiplier et avoir de grandes quantités à disposition, on va saturer un petit peu comme on le fait pour un produit phytosanitaire, phytopharmaceutique ou autre. Et puis enfin, il y a la lutte biologique par conservation qui consiste à exploiter, mais en l'optimisant, le service écosystémique et qui consiste à pourvoir en auxiliaire depuis l'environnement, sauf que là, on va aménager, etc., pour attirer ces auxiliaires et les lâcher, les faire fréquenter plus assidûment notre culture pour qu'il y ait une fréquence de rencontre avec les ravageurs plus importante.
Alors les parasitoïdes particuliers que sont les nématodes, je vais passer très rapidement. Donc les nématodes parasitent des insectes dans certains cas. Ils possèdent une bactérie symbiotique et c'est l'association entre le nématode et la bactérie qui vont in fine tuer l'insecte et permettre ensuite donc la multiplication des individus de nématodes qui vont récupérer la bactérie et aller infecter éventuellement d'autres insectes. Alors, la lutte biologique, cette diapo n'est pas de moi, elle est de ce monsieur là-bas qui s'appelle Nicolas Riss, unité de lutte biologique de Sofia. Donc la lutte biologique est un continuum qui fait appel à un très grand corpus de disciplines fondamentales et de thématiques scientifiques qui font partie de la biologie, mais au sens très large du terme, qui vont porter, donc avec des investigations qui vont porter soit sur des ravageurs, soit sur des auxiliaires, la plupart du temps sur les deux, pour obtenir le maximum d'informations qui vont permettre, après un travail d'intégration, d'optimiser l'utilisation des auxiliaires, leur prise en considération pour une efficacité maximale, le tout en respectant la réglementation et notamment le fameux article 2012-140 qui légifère l'introduction des macro-organismes auxiliaires sur le territoire national. Donc avec un travail bien entendu après de diffusion et de valorisation diverses et variées sous forme de publications ou sous forme de conseils. Donc la lutte biologique classique qui consiste à introduire des auxiliaires exotiques sur le territoire national contre des ravageurs envahissants, il y a plein d'exemples et des exemples majeurs de succès très médiatisés. On estime que dans une review qui date de 1998, qui a été faite par des chercheurs d'un institut international basé en Afrique, l'IITA, donc qu'il y a grosso modo 10% à peu près de succès totaux avec l'introduction. Il y a 35% d'acclimatation, mais souvent des succès partiels. Et donc, les vrais succès économiquement établis, ça correspond grosso modo à 10%. Depuis 1998, il n'y a pas eu de review. C'est un travail ardu parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de publications à se taper pour essayer de débrouiller tout ça. Et ça serait intéressant de voir si ce chiffre a augmenté les 20 dernières années, très probablement du fait d'études scientifiques de plus en plus élaborées, de plus en plus pointues, de plus en plus poussées, et qui expliquent que les effets non intentionnels de la lutte biologique dont on parle de façon médiatique, de façon très importante, en fait, ça correspond à 0,8% de tous les cas d'introduction d'auxiliaires, donc en lutte biologique classique. Donc ça correspond à 340 parasitoïdes, 74 prédateurs, 6 agents pathogènes. Pourquoi beaucoup de parasitoïdes? Parce qu'on souhaite la plupart du temps être assez rapidement efficace. Pour l'amplification du rôle des organismes auxiliaires indigènes, donc c'est ce qui est proposé dans le catalogue, dans l'index biocontrôle qui vient de publier l'ACTA. Donc comme produit de biocontrôle, vous avez 270 préparations commerciales à base d'auxiliaires ou d'associations d'auxiliaires, de mélanges, puisque là aussi on parle de mélange d'auxiliaires, donc qui sont proposés sur le marché en France métropolitaine pour des introductions, bien entendu, sur un plan inondatif, introduction augmentative importante. Ça correspond à 70 espèces, c'est assez équilibré, on a à peu près 35 parasitoïdes et 35 prédateurs. Parmi donc les dizaines de milliers de possibilités dont j'ai parlé, donc il y a assez peu d'auxiliaires en pratique qui sont pour le moment offerts. 10 sociétés se partagent le marché avec bien entendu le leader européen et mondial, Copert, et puis les sociétés qui ont pignon sur rue, Biobest et Biotop pour la société française. Donc après, on en trouve un petit peu diversifiées et toutes sont regroupées dans l'IBMA, donc, qui est la structure syndicale qui regroupe tous les partenaires commerciaux intéressés qui ont une activité dans le biocontrôle.
Alors pour la lutte biologique par conservation, donc, il s'agit d'augmenter le service écosystémique d'approvisionnement en auxiliaire par l'environnement immédiat en augmentant la plupart du temps, la stratégie c'est d'augmenter la diversité végétale par l'enherbement, par la gestion des mauvaises herbes, par l'association de cultures, par des bandes fleuries, par des haies, par l'agroforesterie, et j'en oublie très certainement, le but n'est pas d'être exhaustif. Donc on plante des essences, on attire des parasitoïdes et des prédateurs dont certains ont une capacité à réguler. Donc on parlera tout à l'heure des inconvénients dans 2 minutes. Alors pourquoi la lutte biologique n'est dans certains cas pas efficace et pourquoi on a aussi peu d'auxiliaires alors qu'il existe des milliers d'espèces et sans doute des tas de possibilités inexploitées. Tout n'est pas exploitable et intéressant pour l'agriculture, mais on a quand même une assez pauvre palette par rapport à ce qui pourrait être proposé, parce que la lutte biologique nécessite énormément de travaux en amont de biologie, des travaux longs, compliqués, coûteux, et qui expliquent que dans beaucoup de cas, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas la législation qui empêche le développement de la lutte biologique, c'est le coût que représente l'investissement humain en travail, en heures de travail, que représente le développement d'agents de lutte biologique. Bon, ce n'est pas le cas pour la lutte biologique par conservation, puisqu'on exploite le vivant naturellement existant qui ne coûte rien à personne, sauf que c'est très difficile d'optimiser l'efficacité de ces auxiliaires. On sait qu'en plantant, en augmentant la diversité végétale, on augmente le nombre de prédateurs et visiblement, par des études de méta-analyse, on arrive à voir que ça a un impact sur la protection des plantes de façon globale. Mais après, savoir exactement le détail de l'efficacité des prédateurs qui vont être attirés davantage dans la culture, etc., c'est extrêmement compliqué à évaluer. Il y a des balbutiements, il y a des résultats, on ne peut pas non plus être négatif en totalité, mais on est loin d'avoir la possibilité de dire à un agriculteur, tu plantes 250 mètres de figuier et tu vas avoir une régulation top niveau en 4 jours, de donner des chiffres très précis aux agriculteurs sur les aménagements à réaliser pour optimiser. Un exemple très rapidement, donc vous avez tous entendu parler de l'invasion de l'acarien vert du manioc en Afrique, donc dans les années 70-80, en provenance d'Amérique du Sud. Le manioc est une plante originaire d'Amérique du Sud qui a été ramenée par les esclaves en Afrique. Donc on a découvert une 50aine d'espèces de phytocéides qui consommaient cet acarien vert. On a importé une 12aine d'espèces après un très long travail de screening, de sélection qui a consisté à des études de paramètres démographiques et in fine, ça s'est conclu par des travaux d'olfactométrie. On a choisi des espèces qui répondaient de façon préférentielle aux effluves émises par l'acarien vert du manioc. Installation de 3 espèces sur le territoire africain, toutes importées du Brésil. Donc, acclimatation, apparent succès. Mais en fait, l'espèce qui a résolu réellement le problème concrètement et de façon opérationnelle sur le terrain en Afrique, c'est Typhlodromalus haripo, qui avait été éliminé très rapidement parce que très mauvais paramètres démographiques, aucune réponse aux chéromones émises par l'acarien vert du manioc. Par contre, une espèce qui a des particularités. Donc là, actuellement, elle a colonisé tous les pays où on trouve du manioc en Afrique, de la ceinture intertropicale. Et cette espèce a une particularité. Elle vit dans les bourgeons terminaux, où elle consomme un certain nombre d'aliments qui sont toxiques pour tout un chacun, puisque contenant du cyanure, donc qu'elle détoxifie, etc. Donc c'est des exudations qui sont tout à fait dans le bourgeon terminal. Et cette espèce, qui est très petite et qui a un très très faible potentiel de multiplication,
a une activité nocturne. Donc elle descend sur les feuilles consommées des acariens verts durant la nuit. La journée, elle remonte, elle s'abrite dans ces petits tips, là, ces bourgeons terminaux, où elle attend la nuit suivante. Et donc, pas de compétition avec des prédateurs beaucoup plus efficaces et importants, mais une efficacité réelle sur les densités d'acariens verts du manioc. Alors pour info, ça a été découvert par hasard par un observateur spécialiste de phytocéides, Gilberto de Moraes, qui avait regardé ce comportement très particulier et qui a fait, par association d'idées, un possible lien avec une régulation opérationnelle et efficace. Bon, l'aquarium vert du manioc, c'est un projet qui a coûté 15 millions de dollars. C'est un des plus chers ravageurs qu'il y ait jamais eu. Ça a été financé par la Banque mondiale avec énormément de pays participants. Et en fait, le problème a été résolu par des capacités d'observation d'un chercheur qui connaît bien son matériel biologique. Donc, pour ouvrir la discussion sur qu'est-ce qui peut faire le succès de la lutte biologique, est-ce que c'est des grandes opérations avec des lâchers par avion, etc., très médiatisées, ou est-ce que c'est les capacités d'observation de certains étudiants, de certains chercheurs qui vont proposer des choses qui contredisent un petit peu les théories, mais qui offrent une efficacité optimale. Merci pour votre longue et patiente attention.